Eh ben ouais, c'est l'avant-match d'Avanti-Nissa, un avant-match, j'allais dire spécial, mais un avant-match de gala en tout cas, puisque Nice va recevoir le Paris Saint-Germain, et puis pour en parler avec nous, comme d'habitude, Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Salut Brice, salut tout le monde. Bon, comment ça va? Bien remis de l'après-match, du débrief qu'on a fait, où vous étiez à la sulfateuse et moi le gilet pare-balles, c'est bon? Ouais, on s'est mis une mine, donc on a bu pour oublier. Non, mais ouais, on est un peu redescendu. J'espère que ça va pas remonter pour le prochain débrief, quoi. On a regardé Issa Nissa spécial coach Vieira hier sur Téléfoot, donc du coup alors voilà. C'est ça. Du coup on est à cran en fait, mais bon. On a rebu une bière en plus, du coup voilà, forcément. Voilà. D'accord. Donc en fait, ça va être un podcast moitié on se coupe les veines, moitié alcoolique. Ok, très bien. Bonne ambiance. On se situe, les gars, c'est bon. La joie et la bonne humeur aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Profitons avant dimanche. Ah bah écoute, joie et bonne humeur aussi, parce que je reçois un pote, c'est Jonathan Bensadoun. Salut Jo. Salut Brice, salut tout le monde. Merci pour l'invitation déjà. Ah bah je t'en prie. Alors Jo, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste qui suit de très près le Paris Saint-Germain et qui est dans les podcasts qu'on produit, qui s'appelle aussi Stadium Ligue 1. Et aussi chez Canal Supporter. Exactement. Et on a eu beaucoup d'informations ces dernières semaines, donc pour le coup on n'arrête pas, donc mais c'est bien, on va pas s'en plaindre avec les derniers mois qu'on a vécu. Oui, ça j'imagine. Bon après, au niveau des cartons rouges et tout, j'imagine que le PSG voudrait... C'est pas trop de bonnes nouvelles, mais bon. Non, effectivement, ce genre d'informations pourrait s'en passer, ouais. Voilà. Ce serait bien que ça arrive à finir un match en 11 une fois quand même. Ouais, c'est ça. Mais justement, avant d'en parler de ce match, je te sens très très chaud, Bada, là déjà. Alors, on va parler vite fait. Il est d'humeur taquine. Ouais, il est d'humeur. Non, ça va. Wow, quand même. Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va parler des transferts, on va parler mercato. Cyprien, apparemment, il n'y a pas que Bordeaux qui serait sur le joueur. Il y aura aussi d'autres clubs, dont notamment 2 clubs de Moscou, je crois. Ouais, le Spartak et le CSKA Moscou, ainsi que des clubs italiens et espagnols, nous disent nos amis de Nice Matin, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir dans l'émission. Ça nous rassure un peu dans le sens où s'il y avait eu que Bordeaux, je pense que ça aurait fini en vieux pré rascleux. Donc voilà, là il y a peut-être moyen, selon la cote du club italien ou espagnol, de récupérer un petit billet. Voilà, l'objectif du gym au début du mercato c'était 20 millions d'euros. Je pense qu'on parle plus du tout de ce montant-là. À 10-12, à mon avis, ça sera une opération réussie pour tout le monde. Donc faut espérer que cette offre-là arrive d'ici le 5 octobre et si possible plus rapidement qu'on puisse poursuivre notre mercato. Ouais, surtout qu'en plus on connaît les informations de Nice Matin et ils ont l'air de s'avancer un petit peu dans l'édition d'aujourd'hui en disant que le prochain départ pourrait être, je sais pas s'ils utilisent pourrait ou devrait, mais ils parlent vraiment comme Cyprien du prochain départ. Donc voilà, c'est que peut-être ça a avancé un peu avec un club ou avec d'autres clubs. Donc voilà, en tout cas on a toujours ce loft là qui est ça parle aussi de Makengo et de Burner qui ont aucun temps de jeu et qui devraient eux aussi partir. Voilà, donc voilà, si on arrive à vraiment se séparer de, on va dire, tout le loft entre guillemets, tous les indésirables, voilà, ça sera déjà de ce côté-là un mercato réussi du côté des départs. Ah ouais, ça serait beau parce que généralement les lofts tu les tires sur plusieurs saisons. Hein. Tu attends très souvent les fins de contrat. Hein. Après, à part Cyprien, c'est pas des très gros salaires, donc c'est pas non plus un loft insoutenable, on va dire. C'est sûr. Mais bon, c'est mauvais pour les joueurs, c'est mauvais pour le groupe, pour le club, pour tout le monde. Donc oui, effectivement, si tout le monde peut partir et continuer son chemin de chacun de son côté, c'est bien. Très bien. Et pour Danilo aussi, apparemment, il y aurait une piste du côté de la FIO. Oui, ça se confirme. On a déjà parlé dans les émissions précédentes. La presse italienne a l'air de dire que les contacts s'intensifient avec la direction de l'OGC Nice. On sait qu'il a quelques pistes plus ou moins chaudes en Italie. Je pense que ça devrait finir par se faire. Nice Matin en parlait aussi qu'il a un bon de sortie. Je crois que le club est pas contre le garder, lui est pas contre rester. Mais c'est une bonne opportunité avec du temps de jeu ailleurs, il en profitera. Et effectivement, ça a l'air compliqué pour lui en défense centrale. Ça a l'air très compliqué pour lui au milieu de terrain. Donc je pense que si on peut récupérer quelques millions d'euros, pareil, ça peut nous permettre peut-être de faire un gros 8 dont va nous parler Cédric. Ouais, non, mais surtout Danilo, c'est au niveau, je disais, c'est très compliqué au niveau des blessures, surtout, depuis qu'il est arrivé, il a vraiment eu du mal à enchaîner les matchs. Après, voilà, évidemment, si tu arrives à te séparer tout le monde et à prendre, voilà, comme l'a annoncé Nice Matin, comme quoi on est sur, on aimerait apparemment prendre un
milieu offensif un peu créateur et qui va de l'avant. Je crois que c'est les mots qu'ils utilisent. Donc voilà, ils ont mis du temps à s'en rendre compte, on dirait, mais en tout cas là ils s'en sont rendus compte, ça serait bien. Voilà, on a entendu un peu parler de Belhanda de ça. Moi c'est un joueur que j'aime bien, Belhanda. Donc je pense que c'est le profil, sans parler de Belhanda, parce qu'il y a peut-être rien avec ce joueur-là, mais je pense que c'est le profil, c'est un profil qui pourrait convenir dans ce milieu avec un peu d'agressivité, un peu de grinta, et techniquement c'est bon, et voilà. Donc je pense que c'est un profil intéressant. Ah ben. Je sais que Sky il est pas très fan de Belhanda, mais non, je suis pas fan de Belhanda, c'est que tu fais du neuf avec du vieux, tu prends un mec, oui tu l'aimes bien, il va se prendre ses 3 cartons rouges dans la saison, on va pouvoir dire qu'il a la grinta, tout ce que tu veux, mais c'est quoi le projet quand tu reprends un Belhanda gratos ou en prêt quoi. C'est sur un projet. Il connaît la maison. Titulaire dans leur club, mais c'était peut-être pas Galatasaray que tu visais, sans leur en faire injure, parce que le jour où on aura ce palmarès là, on pourra se le permettre. Mais enfin, ça veut dire que t'as vraiment zéro ambition si tu fais revenir ça. C'est comme si demain tu te fais prêter Germain ou tu le récupères libre de sous contrat. On a des bons souvenirs avec Germain, c'est pas un mauvais joueur. Germain, ton ambition, c'est Germain. Germain, je te l'amène maintenant. Germain, je te l'amène maintenant, s'il faut. Il n'y a pas de souci. Non, mais quand tu veux. D'accord, mais enfin, tu vois, c'est cool. Enfin, c'est comme quand tu te fais prêter Papi Mendy il y a quelques années. Bah, t'as rien contre Papi Mendy, mais. Ouais, mais après ils vont te dire que c'est une question d'opportunité. Voilà, on cherche un milieu créateur. Ouais, donc en fait, ça veut dire si c'est une question d'opportunité, ça veut dire que tu l'as pas préparé, quoi. Ah ouais, non, mais tu t'es gouré, donc. Sûrement ça. Après, voilà, encore une fois, on n'a aucune info sur Belhanda à Nice ou quoi que ce soit. On sait qu'il y a eu quelques rumeurs, son agent, soi-disant, qui a parlé de ça. On sait même pas si c'est vraiment crédible. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le profil qui pourrait convenir et qui manque un peu dans ce milieu de terrain, quoi. Mais je vous rappelle juste un truc. Vous dites, il y aurait peut-être d'ambition, etc. dans les transferts. On n'oublie pas un truc, c'est qu'il y a eu le Covid, que le seul gros transfert de cet été. Enfin, de cet été, même pas de cet été, de septembre, là pour le moment, et c'est même pas encore signé, je crois. C'est Thiago du côté de Liverpool pour 30 millions. Il n'y a pas des folies sur les transferts. Chelsea qui a fait des folies, mais oui, pour un club. Ouais, mais en France, tu compares en France même, sans parler du standing au-dessus, mais même en France, ça n'a pas non plus. Voilà. Lorient qui a fait Gurvitch, quand même, pardon. T'as un souci avec, c'est devenu un running gag le truc là, ça fait plusieurs fois que ça revient. Les mecs ont promu 11 millions sur Gurvitch, moi ça me rend fou quoi. Enfin, oui mais voilà, mis à part ça, ça marche tant mieux pour eux. Mais oui voilà, pour l'instant ça marche. Ouais. Mais si tu regardes vraiment bien, t'as pas des gros transferts, tous les clubs se regardent un peu, et d'ailleurs Jo qui est avec nous, journaliste qui suit le PSG, il pourra lui aussi te dire que il y a eu beaucoup de départs du côté du Paris Saint-Germain. Pas beaucoup d'arrivées, hormis Florenzi. Et le 5 octobre, c'est demain. Après, c'est très différent pour le PSG. C'est que la saison, elle s'est quand même terminée beaucoup plus tard pour eux avec cette finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire, ils ont déjà dû parer au rapide, fin de contrat, qui on garde pour la campagne, tous se concentrer sur cette échéance au mois d'août. Nous, la saison, elle a fini en mars. Donc, et le mercato, il a été préparé bien avant. Donc, quand même justement, 4-5 Paris, mois où on avait pu un peu plus anticiper. On va voir avec Jo, mais Paris aussi a pu, si toi, Nice, vous avez pu anticiper avant la fin du championnat, malheureusement à cause du Covid, Paris, j'imagine, a beaucoup plus de structure et d'argent. Paris, comme je te dis, c'est plus compliqué parce que t'avais ces matchs importants au mois d'août et que du coup leur anticipation de mercato ils ont aussi pris dans les départs et les prolongations des contrats qui se terminaient au 30 juin jusqu'au 31 août. Donc je pense qu'il y a aussi un peu d'énergie qui a été dépensée là-dessus, alors que nous qui jouions à un niveau totalement différent, en fait dès le mois, enfin très rapidement on avait annoncé quelles options d'achat on levait pas et on a pu agir rapidement. Mais bon après c'est que mon avis, le tien se défend tout autant. Après. On est là. Il n'y a pas de bon ou de mauvais scénario. Chaque club a ses contraintes, effectivement. Très bien. Jo. Surtout avec le Covid où en fait on a une contrainte commune. Exactement. Oui. Jo, justement le mercato, toi du PSG, tu le trouves comment? Parce qu'il est quand même presque inexistant pour le moment. Oui, je dirais très calme au mieux et inexistant au pire. On est tout à fait d'accord. Non, plus sérieusement, effectivement, c'est compliqué pour tous les clubs. Tu l'as dit tout à l'heure. Le transfert le plus important qu'on a pu voir, c'est celui de Thiago Alcantara qui va signer dans les prochaines heures officiellement à Liverpool, ou la levée d'option d'achat pour Icardi de 50 millions d'euros du PSG. Sinon, on n'a pas grand-chose. Et Chelsea, on rappelle qu'ils ont été
interdit de recrutement pendant 2 ans, donc c'est pour ça qu'ils avaient autant d'argent à dépenser. Mais pour le coup, la crise du Covid a énormément touché tous les clubs, et le Paris Saint-Germain est le premier impacté, surtout avec l'absence de billetterie. Le Paris Saint-Germain est le club en Europe qui génère le plus d'argent en billetterie et en loge. Donc aujourd'hui, avec les huis clos ou les 5000 personnes, c'est une catastrophe pour eux. En tout cas, pour équilibrer les comptes au niveau du fair play financier, parce que l'argent est long grâce à l'actionnaire, mais avec le fair play financier, c'est très compliqué de devoir dépenser à tout va. Et donc il faut vendre, comme il avait dit Leonardo, et essayer de trouver des bonnes pioches, comme ils l'ont fait avec Icardi. Maintenant, il y a... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, alors certes, le Paris Saint-Germain a terminé sa saison 2019-2020 il y a maintenant 3 semaines de cela, mais on savait dès le mois de mars que Thiago Silva n'allait pas prolonger au PSG, même après la campagne de Ligue des Champions. Cavani est parti officiellement du Paris Saint-Germain au mois de juin, et on savait qu'il allait aussi partir tout court même après le Final 8. Tanguy Kouassi a décidé de rejoindre le Bayern Munich aux alentours du mois de mai. Donc tout ça nous fait dire qu'il y a eu peut-être un manque d'anticipation aussi au Paris Saint-Germain avec ces départs, et des départs qui sont importants parce que même si Cavani était beaucoup moins efficace, on parle quand même du meilleur buteur de l'histoire du club qui a inscrit en moyenne 20 à 25 buts par saison, donc il faut les trouver ces 20 à 25 buts, et Thiago Silva qui est le capitaine et un de tes piliers de cette équipe, et on le voit lors des derniers matchs du PSG qui n'est pas si facile à remplacer, quoi. Donc c'est compliqué parce qu'il y a un manque de moyens. Il y a eu aussi, je pense, une mauvaise gestion de la situation, et on a l'impression que Leonardo, il est surtout à la recherche d'opportunités, et donc ça va se jouer dans les dernières heures du mercato, comme l'été dernier avec les arrivées de Rico, Navas et Icardi dans les 3 derniers jours du mercato. Ouais, et là on voit Paris, ils ont débuté la saison, on va dire ça a été assez compliqué. Ça a été assez compliqué, même on l'a vu lors des 2 derniers matchs contre Marseille et hier contre Metz. On a même lu, je crois que c'est RMC qui en parlait, que les joueurs pourraient commencer à lâcher Tourelle. Tu penses que c'est vraiment des rumeurs ou ça en parle vraiment, c'est concret? Je pense que c'est vrai, oui, je pense que c'est vrai. Il y avait déjà eu ces premières rumeurs avant le confinement et avant le match contre Dortmund. On se souvient de la sortie médiatique de Neymar après le match aller contre Dortmund, qui s'était plaint du fait de ne pas avoir joué avant le match, qu'il avait été trop préservé. De toute façon, le problème du Paris Saint-Germain, pour le suivre au quotidien, c'est que c'est un panier de crabes. C'est-à-dire que où qu'on aille, de toute façon, chaque personne sera critiquée selon les pôles du club. Leonardo, il n'est pas aimé dans un certain pôle. Le Tourelle, il est critiqué par certains joueurs. Il est apprécié par d'autres. En tout cas, après, c'est normal de ne pas faire l'unanimité, notamment humainement. Leonardo, je pense que par contre, professionnellement, il fait relativement l'unanimité au club, à l'inverse d'un Kluivert, d'un Antero Henrique pour différentes raisons. Mais là où je rejoins un peu ce que dit Cédric sur Tourelle, c'est que vraiment, t'as l'impression que ce mec, du jour où il est arrivé, un peu comme Unai Emery avant lui, il était déjà sur la sellette. Et il a jamais su s'imposer non plus dans le vestiaire. Il y a un peu l'espèce de storytelling. Regardez, Neymar a trouvé le sourire avec lui. Ils se font des câlins, ils disent des mots à l'oreille et tout. Mais rapidement, t'as senti que le mec, il avait déjà... ça avait été un choix pas forcément unanime de la direction sportive, et on sait qu'en plus elle est un peu bicéphale entre Paris et Doha, et que de toute façon ce mec a toujours été menacé. Et je pense que il y a aussi un peu une crise d'autorité au PSG. Tu nous diras mieux que nous, parce que nous on le suit quand même de l'extérieur, ce club. Mais de toute façon, l'entraîneur est toujours dans une position fragilisée, parce que les joueurs ont toujours eu l'habitude d'en référer à Nasser, et on sait que Nasser en plus c'est pas franchement une main de fer dans un gant de fer avec son effectif. Donc c'est pour ça que quand tu dis panier de crabe, j'ai aussi l'impression qu'il y a un manque d'autorité à tous les niveaux dans ce club. Et c'est pas un reproche que je fais spécifiquement au PSG, c'est le cas dans des tas de clubs. Mais quand tu veux atteindre l'excellence, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une hiérarchie très claire de pouvoir dans ce club. Alors, la hiérarchie, elle existe quand même parce que, en fait, avec tous les problèmes judiciaires qu'a actuellement Nasser Al-Khelaifi, c'est Leonardo qui a pris la main sur le sportif. Et ce qui est normal, je pense, c'est que ce manque d'autorité vient du fait que Leonardo n'a pas choisi son entraîneur. Donc ils sont pas sur la même longueur d'onde. On l'a vu
sur les choix de la prolongation de joueurs. On l'a vu par rapport aux vacances, par rapport à de nombreux cas. Donc je pense que du moment où Leonardo choisira son entraîneur, on aura peut-être moins ce problème d'autorité. Après, concernant Tuchel, il y a eu la légitimité quand même au début. Quand on a vu le match contre Liverpool au Parc des Princes, qui a été pour moi peut-être le meilleur match joué par le PSG depuis l'arrivée de Tuchel, c'était excellent. Même le match à Belgrade, le match retour à Naples et même le match aller contre United. Je pense que c'est le match retour contre Manchester United qui a créé une cassure avec le groupe, avec des supporters. Et Tuchel a du mal, et je trouve que même dans sa communication, il a changé. Dans le plan de jeu aussi, ça a changé. Beaucoup le reprochent de trop se reposer sur Neymar, Mbappé ou Di Maria pour créer des décalages, et je suis premier à m'en plaindre aussi, parce que lorsque tu as l'effectif du Paris Saint-Germain, le talent que tu peux avoir dans cette équipe, ce n'est pas normal de te reposer à ce point-là sur tes individualités, et surtout sur Neymar, parce que, excusez-moi, à droite à gauche, on critique beaucoup Neymar, mais sans Neymar, le Paris Saint-Germain ne va jamais en finale de la Ligue des Champions de ce Final 8. Vu le match stratosphérique qu'il fait en quart de finale contre l'Atalanta et le match du même Maccabi qu'il fait contre Leipzig, avec un Mbappé qui était diminué et Di Maria qui était absent lors du quart de finale, jamais le PSG fait cette épopée européenne sans la présence de Neymar. Et bizarrement, Paris n'a pas réussi à passer le cap en finale de la Ligue des Champions parce que Neymar n'était pas au niveau. Et je pense que c'est un problème dû à l'entraîneur, parce que l'entraîneur se repose trop sur cet individu. Mais on le sent même pas non plus pragmatique à la Mourinho ou à la Allegri. On a l'impression que il lance un peu la pièce en l'air et il espère que ses individualités fassent un super match. Et normalement, dans la majeure partie des matchs, ça devrait faire la différence. Mais dès qu'il y a une équipe qui élève son niveau de jeu ou qui est au-dessus d'elle, comme le Bayern Munich, et ça passe plus, c'est logique. Donc je pense que est-ce que ce n'est pas parce que on en parlait en off avec Brice notamment, qui certes c'est pas très objectif sur le PSG, mais quand même arrête. Qui disait aussi que non, attends, 2 minutes. À la Sertic. Non, 2 minutes. Jo sait très bien que je suis très focus sur le PSG, Marseille, pourquoi tu as besoin etc. de te justifier comme ça? Non, parce que c'est un procès d'intention que tu fais. Il a voulu te faire dégoupiller. Il a voulu te faire dégoupiller direct. T'as vu, tu parlais pas. Voilà. Ça marche. Voilà. Je me fais dégoupiller pour rien alors que je suis là et j'écoute tranquillement. Pour revenir au foot, est-ce que c'est pas aussi le fait que c'est un effectif qui est, dont l'orientation, la direction sportive est quand même assez bancale. Il y a quand même des secteurs du jeu qui ont beaucoup de mal à être renforcés année après année. Où il manque des joueurs, où il y a du bricolage. Bon, il y a certes des choix propres à Tourelle, mais on sent aussi que il repose un peu sur la magie de ces quatre fantastiques, ou en tout cas des deux principaux, parce qu'il a peut-être pas le matériel pour faire quelque chose de vraiment cohérent. Il n'a pas un effectif blindé à tous les postes pour essayer de construire quelque chose sur la durée. Ce qui veut pas dire qu'il pourrait pas faire mieux, puisqu'on peut toujours faire mieux avec ce qu'on a entre les mains. Mais il est pas trop faible dans certains compartiments du jeu pour essayer d'inculquer une culture tactique sur plusieurs dizaines de matchs, sur plusieurs saisons, et donner une identité à son équipe. Alors, 2 choses. La première, c'est que, oui, je confirme, Brice n'est pas tant anti-parisien. Bon, même si une fois j'ai été chez lui et j'ai vu que son papier toilette ressemblait à un maillot du PSG, mais bon, bref. Le premier truc. Et le second, blague à part, écoutez, le problème, pour moi, fondamental, ça a été dans le choix des joueurs et dans le mercato, le recrutement. Parce que, en soi, on peut dire, oui, bien sûr, quand on voit le banc et certains joueurs, on se dit qu'ils ne sont pas le niveau du PSG, mais le problème, ils ont été achetés. Oui, parce que il y a quand même eu plus de 150 millions d'euros dépensés entre Kerrer, Diallo, Gueye et Paredes. 150 millions d'euros. C'est-à-dire que, et je dis pas que ce sont de mauvais joueurs. Je dis juste simplement que ce sont pas des joueurs qui sont faits non seulement pour le Paris Saint-Germain et qui à terme ne postulent pas à un rôle de titulaire. Ils sont au mieux moyens, au pire mauvais. 150 millions pour 4 joueurs de rotation, ça pique un peu. Voilà, c'est ça en fait. Et le problème dans le fond, ce sont ces choix-là. Parce que, alors, on va même pas rentrer dans les Draxler qui ont compté 40 millions d'euros, et si on va encore plus loin, les Krikoviak 35 millions, Rete 25 millions, etc. La liste, elle est longue comme mon bras. Donc, et ce que je veux dire, c'est que
le PSG a eu l'opportunité de recruter, de bien recruter, et ils l'ont fait, comme avec les arrivées de Navas, l'arrivée de Bernat, les arrivées même d'Icardi, même s'il a fait ces derniers mois ont été un peu compliqués, mais ça reste quand même un top à son poste. Même Florenzi, je trouve que c'est un recrutement intelligent. Mais maintenant, le problème, c'est le choix des joueurs et l'argent qui a été très mal dépensé. Et aujourd'hui, le PSG paye les conséquences de ces mauvais choix. Donc, je pense que le problème majeur, il réside là-dedans. Et le PSG est coincé avec ces joueurs qui sont moyens et qui n'arriveront pas à revendre au même prix qu'ils ont acheté. Et en plus de ça, ces joueurs-là se sentent bien parce qu'ils habitent à Paris, parce qu'ils sont bien payés et qu'ils savent qu'ils ne retrouveront pas un club du standing du Paris Saint-Germain au vu de leur niveau. Donc en fait, le PSG paye les erreurs du passé et des mauvais choix qu'ils ont pu faire sur certains joueurs. Mais le pire, c'est que ça, j'ai l'impression qu'on aurait fait ce podcast il y a 4 ans, on aurait déjà dit ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une première vague, notamment avec l'arrivée d'Emery, où il y a eu énormément d'erreurs de casting successives. Mais le truc, c'est que l'entraîneur a changé, le directeur sportif a changé, le directeur du football, enfin, il y a énormément de postes clés qui ont changé depuis cette première vague qu'on disait, voilà, les Stambouli, tout ça, Ben Arfa aussi notamment. Et les erreurs, elles ont été répétées. Donc, vu qu'il y a quand même peu de dénominateurs communs entre ces deux époques, qu'est-ce qui coince pour toi au PSG pour que vraiment on passe un cap dans la qualité du recrutement? Donc, il y a eu des bons coups, hein, comme tu l'as cité, mais pourquoi ces erreurs se répètent aussi régulièrement malgré les changements de staff? Parce que je pense que il n'y a pas eu, avant l'arrivée de Leonardo, un directeur sportif fort, ou en tout cas quelqu'un qui puisse inculquer une véritable identité de club au Paris Saint-Germain, et en étant le vrai patron du sportif. Et aussi, ce directeur sportif qui est le patron du sportif n'a jamais pu choisir son entraîneur. Parce qu'on voit, après le départ de Leonardo, qui avait choisi Carlo Ancelotti, c'était peut-être la meilleure période du PSG. Derrière, Laurent Blanc est arrivé, mais il n'y avait plus de directeur sportif. Après, ce fut Olivier Le Temps, qui a une influence faible, voire catastrophique, qui n'a jamais choisi ses entraîneurs. Antero Henrique, c'est pareil derrière, et on lui a mis dans les pattes en plus que Patrick Kluivert. Emery était arrivé avant, puis Thomas Tuchel est arrivé, qui n'était pas le choix d'Antero Henrique, qui lui voulait plutôt Contessao sur le banc du PSG. Puis finalement, Henrique et Kluivert sont partis. Est arrivé entre-temps Leonardo qui ne veut pas de Tuchel, mais c'est compliqué avec surtout la situation financière actuelle où il faudrait payer des frais de licenciement. Donc le PSG n'a pas cet argent-là aujourd'hui, sachant que Tuchel est à 1 an de la fin de son contrat. Donc on a depuis en fait 2013 et le départ conjugué de Leonardo et de Carlo Ancelotti, on n'a pas eu une direction sportive qui ramait dans le même sens. Donc c'est peut-être ce qui explique le fait que le PSG se repose encore sur certains joueurs qui sont arrivés dans la première phase du recrutement de Leonardo, donc tout ce qui était Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, même s'il vient de partir, mais il y a encore 3 semaines on se reposait sur ce genre de joueurs, Cavani et les superstars effectivement qui sont Neymar, Mbappé ou Di Maria, mais qui de toute façon du moment où ce sont des superstars, donc quoi qu'il arrive, c'est pas une politique de scouting voilà, qui mène à Neymar ou Mbappé, bien sûr. T'as compris. Donc le problème il est là, et je pense que le jour où Leonardo choisira son entraîneur et que les deux seront vraiment sur la même longueur d'onde, voudront les mêmes joueurs parce qu'ils auront la même vision pour ce club, à ce moment-là, la politique sportive sera beaucoup plus cohérente pour le PSG. Parce que Doha, du coup, fait confiance à Leonardo. Parce qu'on sait qu'il y a quand même eu souvent un peu le spectre de Doha qui intervenait dans les choix internes avec le prince ou par extension sa famille et l'entourage de Nasser, qui avait un peu des visions différentes de ce qui devait se décider à Paris. Et il y a eu un peu cette ingérence. Enfin, même si parler d'ingérence, vu que c'est quand même leur propriété, c'est pas le bon mot, mais il y a un peu cette influence qui faisait que c'est un peu compliqué de décider ce qui est bon pour Paris à Paris si, quelle que soit ta décision, tu as ton patron à Doha qui peut vouloir une danseuse différente. C'est tout à fait ça. Et c'est le problème du PSG. C'est le PSG a défaut de ses qualités. C'est qu'ils ont un actionnaire richissime qui est capable de mettre 400 millions d'euros sur deux des meilleurs joueurs du monde. Mais malheureusement, ce qui est vrai, c'est que parfois ça peut amener quelques incohérences dans la direction sportive. Aujourd'hui, c'est Leonardo qui a pris vraiment le pouvoir dans le sportif, avec le fait que Nasser Al-Khelaifi ait des problèmes avec la justice. Donc voilà, mais si demain Doha
voudrait absolument un entraîneur et qui n'aime pas le choix de Leonardo, et ben Leonardo n'aura pas son mot à dire et ce sera Doha qui décidera. Donc effectivement, ce sont les limites de la politique sportive du PSG. Ça c'est clair. Et depuis le début, on l'a vu que c'était le cas, parce que l'achat de Neymar et Mbappé est extraordinaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire même si on le prend en deux mots, extraordinaire. Pour le coup, on n'a jamais vu ça. Maintenant, est-ce que sportivement, il y a eu une véritable plus-value? Alors oui, cette année, c'est la première fois que ça nous a amené en finale de la Ligue des Champions, mais dans le fond, on voit bien qu'il y a toujours autant de déséquilibre dans le jeu, qu'il manque toujours ce fameux milieu de terrain, qu'on n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Thiago Silva, qu'on n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Thiago Motta, qu'on a mis pas mal d'années avant de retrouver un remplaçant à Ibrahimovic. Donc c'est tout ça, et que Paris vient à peine de trouver son gardien en la personne de Keylor Navas. Donc c'est tout ça qui fait que Paris est un club à part, disons ça comme ça. Et c'est ça qui nous amène donc au match Nice-Paris de ce dimanche. Vous écoutez toujours Avanti Parisi, grâce à Sky qui m'a l'air passionné par Paris. Ça me fait plaisir parce qu'en plus de ça, c'est hyper intéressant quand on parle avec Joe très souvent du PSG, etc. Mais on est là aussi pour parler de Nice-Paris. C'est le match qui aura lieu dimanche à 13h. Un horaire que vous connaissez, vous, les Niçois, parce que c'était vous qui avez inauguré cet horaire-là il y a 2 ans, il me semble. Face au PSG déjà. Face au PSG, voilà, un match pour, on va dire, pour les Asiatiques. Voilà, pour la Chine. Puisque maintenant on a donc décalé les horaires via Mediapro pour avoir une meilleure visibilité à travers le monde de notre bonne vieille Ligue 1. En tout cas pour le match, Jo, alors on a bien parlé de Paris, comment Paris aujourd'hui voit Nice, puisque aujourd'hui Nice est porté par le projet Ineos, très très grande fortune, même la plus grande fortune d'Angleterre. Pas mal de moyens, même si aujourd'hui ils ont fait plus des transferts, on va dire moins forts au niveau des tarifs, mais assez intelligents, même s'il manque encore le hashtag gros 8, comme on dit dans la communauté niçoise. Mais comment est perçu Nice du côté de Paris? C'est vraiment un adversaire de taille pour les prochaines années? Pour le coup, du côté de Paris, l'arrivée d'Ineos à la tête de Nice a été très très bien perçu, parce que de toute façon c'est dans l'intérêt et du PSG et de la Ligue 1 d'avoir un adversaire très fort au Paris Saint-Germain en termes d'attractivité. Donc pour le coup ça a été très très bien perçu, avec même des premiers joueurs qui sont arrivés, que ce soit Dolberg, que ce soit d'autres, il y avait Cyprien qui était là, même s'il ça faisait longtemps, mais bon, disons que vraiment c'était perçu comme un très très bon challenger pour les années à venir, et on voyait et on espérait en tout cas que Nice puisse vraiment investir sur le marché des transferts, comme l'avait fait Monaco lors de sa première saison avec les arrivées de James et de Moutinho, Abida et Ricardo Carvalho, pour être un véritable challenger au PSG. Bon, ils se sont dirigés vers une autre politique sportive qui est pas plus mal. C'est pas très Julien Fournier friendly, les recrues à 60 millions, donc non, c'est sûr. Pas leur oublier. Et puis bon, c'est pas dans l'air du temps non plus, donc c'est pas. C'est sûr, mais après c'est misé sur des paris, et je pense qu'à terme ça peut marcher. Maintenant, alors personnellement, pour voir les matchs de Nice, je pense qu'il y a un problème, et j'entends beaucoup de Niçois le dire. Je pense qu'il se situe au niveau du banc de touche. Voilà, je ne dirai rien. Voilà. C'est pas nous, chers auditeurs, c'est pas nous qui l'avons dit, hein, c'est ça. Disons que du moment où Patrick Vieira sera encore sur le banc de touche, je pense que Nice aura du mal à décoller, mais lorsqu'ils prendront un vrai entraîneur de classe internationale, ou en tout cas un entraîneur qui pourra bien former ces jeunes-là, comme on a pu le voir avec Lucien Favre il y a quelques années, qui a été à l'origine de la meilleure saison de l'histoire de Nice. Pour le coup, je pense que Nice peut devenir un vrai challenger au Paris Saint-Germain, et ils seront même pas dans l'obligation de vendre leurs joueurs, parce que de toute façon derrière ils ont un actionnaire qui a l'argent et qui a de quoi pouvoir assumer derrière le fait de prolonger ou de miser et de recruter certains joueurs pour encore améliorer cette équipe. Donc, c'est du miel pour les oreilles, tout ça. Quand tu l'entends de quelqu'un d'autre, ça vraiment, c'est vraiment satisfaisant. Non, mais je le dis souvent en parlant de Nice, c'est quand même dommage, et Brice est bien placé pour le savoir parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que le potentiel à Nice est énorme. Il y a un potentiel qui est énorme, c'est-à-dire que Nice,
c'est la deuxième ville pour les étrangers la plus connue derrière Paris. Il y a Paris et après il y a Nice. Pour le coup, il y a quelque chose à faire. Il y a un beau stade, il y a de vrais fans, un vrai public derrière. À l'international, ce club est connu. Il y a un gros actionnaire qui a des moyens derrière. Je trouve qu'il y a tout, en tout cas, pour faire un très très bon club et un projet très très intéressant. Maintenant, il faut mettre les bons hommes aux bons endroits et ça se joue pas à grand chose, hein. C'est quelques modifications, quelques bons coups, mais il y a vraiment quelque chose à faire à Nice et quelque chose qui peut être même périn pour l'avenir, quoi. Ah bah nous on espère que ça, de toute façon, hein, nous à partir du moment où il y a eu Ineos, forcément on s'est obligatoirement emballé, donc c'est sûr que là, pas qu'on soit déçu, pas encore, mais on espère forcément passer des caps un peu plus rapidement. Ça va avec Ineos, comme tu l'as dit. Il y a tellement de pouvoir auprès d'Ineos que t'es dans l'obligation de t'emballer un petit peu, en fait. Après toute l'année qu'on a vécu, t'es dans l'obligation d'espérer et d'y croire un petit peu, quoi. Ah oui, non mais c'est clair. Et puis enfin, en même temps, moi je vous dis, du côté du Paris Saint-Germain, ils ont mis quand même 1 an avant de faire l'arrivée des grandes stars, de pouvoir vraiment et l'arrivée d'Ibrahimovic et consorts, c'est arrivé 1 an après l'arrivée des Qataris. Et pour que le club se structure vraiment et que ce soit un vrai club qui est au sérieux, etc., ça a été fait en 4-5 ans. Hein. Ça a été très long, même si à coup de millions, ça aide beaucoup. Mais pour le coup, c'était Ibrahimovic le patron et t'avais rien derrière. On a l'impression que ça fait à peine 2 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans, que le Paris Saint-Germain commence à vraiment être un club avec du crédit aux yeux de l'Europe et aux yeux des adversaires du quota européen. Et ils étaient encore raillés pour leurs résultats en Ligue des Champions, mais là, avec la finale de la Ligue des Champions, ça commence à être un club respecté, donc ça prend beaucoup de temps. Et pour le coup, de toute façon, tu vois combien d'années a mis Chelsea avant de gagner la Ligue des Champions, Manchester City qui est toujours pas arrivé en finale, contrairement à vous. Enfin, c'est normal de mettre beaucoup d'années à construire un club top niveau européen. Je pense pas après on demande pas soit là, voilà déjà. Voilà, on demande pas les mêmes objectifs non plus. Mais à la fois on part aussi de plus loin, parce que même le PSG qui jouait le maintien ou le ventre mou en Ligue 1, c'était une autre institution, c'était un autre passé, un autre palmarès, une Coupe d'Europe déjà aussi, voilà, un autre standing que l'OGC Nice, que quand River a racheté le club, était vraiment à l'agonie. Et du coup, oui, là, Ineos a récupéré un club avec déjà des infrastructures modernes, ce qui a été le gros travail fait sous la présidence River, mais on est vraiment encore des nains à l'état européen, hein. Donc du coup, ça va peut-être prendre 10 ans avant d'être un club de standing Europa League régulièrement. Le plus important, c'est la longévité. La dernière saison du PSG. De quoi ? Je m'entends, désolé. Le plus important, c'est la longévité et le fait de revenir toutes les années, ne serait-ce que même en Europa League. Si tu regardes, ne serait-ce déjà que Séville, par exemple, qui pèse quand même dans le championnat espagnol. Séville, c'est vraiment le modèle qui serait exactement fabuleux pour Nice, déjà démarrer à ce niveau-là, parce que vous n'avez pas le passif de Paris, ça c'est sûr. Mais arriver déjà à ce niveau-là, aller toutes les années en Europa League, taper des quarts, même des demi, etc. Petit à petit, avoir un seul objectif, c'est la Coupe d'Europe, c'est tout le temps de se qualifier, de faire un beau parcours, ne serait-ce même qu'en Coupe. Déjà, ça, au bout de quelques années, vous allez voir que ça va appuyer une crédibilité tout autre. Tu remportes une Coupe de France tous les 5-10 ans, tu fais un quart de finale d'Europa League de temps en temps. Je veux dire, tu es déjà, moi je pense, au-delà de nos ambitions, au-delà de nos rêves avec Cédric. Enfin, je vais pas parler pour lui, mais on n'a pas l'ambition de devenir un club. C'est sûr que la musique de Ligue des Champions, ça fait plaisir à n'importe quel fan de foot de l'entendre. Mais pour ce qui est des performances régulières du club, si on commence à être un club qui fait des belles épopées au niveau national comme au niveau européen, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux quand t'as connu le rail, le maintien ou même les années en D2 il y a pas si longtemps. Et enfin, la déception que j'ai pour Nice et qui j'espère va pouvoir rebondir dans les prochaines années ou dès cette année déjà, c'est que à la différence des autres grands championnats, c'est que hormis le Paris Saint-Germain, derrière il y a la place. Je pense que Nice, pour le coup, peut vraiment viser chaque année le top 5. Il y a pas de poids, il y a pas de quoi avoir peur pour moi de viser le top 5 chaque saison, voire même, pourquoi pas, essayer d'accrocher une année la Ligue des Champions, parce que de toute façon, on voit Lyon, c'est toujours en dents de scie. Marseille, c'est pareil. Et puis derrière, il y a toujours une surprise.
Et j'avais trouvé ça dommage que Nice ne soit pas basé sur le travail de Lucien Favre il y a 3 ans, qui avait fait un travail exceptionnel avec ses joueurs, et ils avaient tout bazardé l'été d'après. J'ai trouvé ça dommage. Et ça me prouve en tout cas qu'il y a quelque chose à faire, et que c'est pas impossible de pouvoir faire une saison à quasiment 80 points. Ils finissent à 78 points, si je me trompe pas, cette année, Nice, en 2017. Ouais. J'ai plus le nombre en tête, mais on fait une saison incroyable. On est le meilleur troisième, et je crois qu'on a même plus de points que Lille quand ils sont champions. Exactement. Ouais, c'est ça, on avait regardé, c'est vrai, ça. On a plus de points que la plupart des champions des dernières années, mais il y a 2 ogres devant qui finissent avec. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus dans une Ligue 1 en ce moment où tu as des gros historiques qui sont un peu en faillite. Tu as Lyon qui est en reconstruction, même si on sait qu'avec leur centre de formation, de toute façon, ils ont un réservoir illimité de gros joueurs et de grosses valeurs marchandes. T'as Marseille qui est en reconstruction, t'as Monaco qui est dans une phase difficile. Tu vois, les nouveaux clubs qui jouent le podium, c'est Lille et Rennes. Et en fait, quand tu vois leurs projets sportifs respectifs, tu te dis, à Nice, il manque vraiment pas grand-chose pour arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Nice était à 78 points, donc c'est le meilleur troisième de l'histoire. Donc c'est fort. Et il y a quoi faire, parce que dans le fond, quand on voyait l'effectif de Nice à l'époque, c'était pas un effectif de star du tout. Hein. C'est simplement, il y a eu le bon entraîneur avec les bons joueurs, bien formés, et tout ce collectif-là a fait que Nice était une équipe injouable cette saison. Donc c'est pour ça que, en soi, ce qui est bien avec l'arrivée d'Ineos, c'est que vous pouvez mettre encore plus de moyens pour chercher de vrais bons joueurs à développer, mais simplement il faut la bonne personne sur le banc de touche, et tant que cette personne-là n'arrivera pas, je pense que ça sera compliqué pour Nice. En tout cas, la bonne personne sur le banc de touche pour le moment, ça sera Patrick Vieira du côté de l'OGC Nice. Je dis ça pour un peu les énerver là, parce que justement, pour le match contre Nice... On parlait tout calme là, Ouais. Pour une fois qu'on parlait de foot, quoi. Franchement, tu nous enlèves ce plaisir. Ah bah écoute, revenons un peu sur les fondamentaux, s'il vous plaît. Non, alors plus sérieusement, du côté de Nice, apparemment, il y aurait Dolberg qui est ACM, qui aurait le Covid, qui ne serait peut-être pas présent ce dimanche. Et Ensoki aussi, déjà la dernière fois, il avait des faux positifs, donc voilà. Après, il faudra voir... il fait son petit shot de Covid. Non, mais il faudra voir d'ici dimanche. Là, je pense que on sait que la dernière fois, les cas positifs, ils avaient été testés du coup tous les jours jusqu'à qu'on sache qu'ils soient faux positifs. Donc, qui sait, peut-être que si demain ou samedi, s'ils sont testés et qu'ils passent négatifs et que le test était erroné, peut-être qu'ils joueront dimanche. Mais ça paraît là le timing il est quand même. Ça veut dire qu'ils s'entraînent pas pendant ce temps-là, donc ça aligne aussi les mecs qui ont raté la moitié de la semaine d'entraînement. Donc ouais, c'est ça. Surtout qu'apparemment selon Nice Matin, ils disent qu'ils seraient positifs depuis le début de la semaine, sachant qu'on est déjà jeudi nous. Ouais, Nice Matin parle qui est positif, quoi. Voilà, donc autant ça fait déjà 2-3 jours qu'ils s'entraînent pas, qu'ils sont mis à part dans le doute de la suspicion, donc ça paraît compliqué qu'ils soient. C'est surtout Dolberg en fait, parce que sans m'énerver sur Claude Maurice, j'en ai déjà dit assez après le débrief de Montpellier. Mais c'est surtout Dolberg qui va manquer, je pense, dans un match comme ça. Il peut te faire basculer le match sur un éclair comme ça qu'il est capable. Donc voilà, c'est surtout lui qui va manquer, et donc on va voir. Et du coup, Guiri en pointe et Miziane à gauche. Ouais, putain, Miziane à gauche. Miziane à gauche. Alors Guiri en pointe, on sait que ça vaut pas le coup de faire l'inverse. Perdu pour perdu, tu mets Miziane devant et tu mets Guiri à gauche. Ouais, mais moi aussi dans 9 dans ces cas-là. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non, je sais pas ce qu'il va faire, si vraiment il va faire du poste pour poste comme tu dis. Mettre juste Guiri en 9 et Miziane à gauche, ça paraît quand même faible, parce que même si Jonathan nous en parlera mieux, mais il y a pas mal d'absents du côté de Paris. Oui. Ça va quand même être compétitif, je pense. Il devrait y avoir Kimpembe et Marquinhos, j'imagine, en défense. Donc voilà, Miziane face à Kimpembe et Marquinhos, comment te dire, quoi. Ouais, en même temps, Miziane face à la défense de Lens ou de Nancy ou du Puy-en-Velay, déjà c'est compliqué. Donc bon, c'est peut-être qu'il faut se révéler dans un grand match, justement. Bon, côté Paris, en tout cas, il y a combien de suspendus côté Paris?
Oula. Je ne sais pas compter jusque-là. je pense qu'il faudrait 1h30 d'émission, donc je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps. Autant le boulier, vite. Alors, plus sérieusement, il y a Neymar, Paredes, Kurzawa. et Kurzawa et Diallo. Ouais. Ça fait 4. Bernat qui blessé. Bernat est croisé. Malheureusement, plutôt des ligaments croisés. Mbappé, où on n'est pas sûr encore s'il pourra revenir ou pas pour le match. Ça dépend des protocoles sanitaires si ils sont modifiés ou pas d'ici le match. Il me semble. Ça parlait de Verratti et Kerrer. Ah oui, Verratti et Kerrer. Pour les adducteurs, c'est ça? C'est ça, Verratti et Kerrer. Après, ils sont pas encore forfaits. Je pense que Kerrer, c'est plus du repos, tout comme Verratti, parce qu'ils ont beaucoup dépensé face à Lens et face à Marseille, donc c'est plus pour le préserver. Maintenant, on ne sait pas avec le PSG, on est toujours très surpris. Après, ça peut aligner Mbappé, Di Maria, Icardi, quoi, quand même, hein, je veux dire. Ah oui, ça a des chances, mais ça peut aussi aligner. Non, on peut aligner Miziane, quand même. Ouais, attention, on rigole pas, quand même. Non, mais vous pouvez Nice, je pense que sur le début de saison, c'est vrai que dans le jeu c'est un peu compliqué, mais bon, Amine Gouiri qui a fait quand même deux belles entrées, le gamin il pourrait limite faire une demande d'alternance tellement il est jeune et finalement il est là sur les terrains de Ligue 1. Enfin, c'est quand même c'est quand même une belle pépite trouvée par les Niçois. Bon, malheureusement il y aura pas Dolberg, donc il devrait y avoir Rony Lopez qui va reprendre du rythme de plus en plus. On espère qu'il va monter en puissance rapidement, parce que on va vite avoir besoin de lui, hein, du coup. Disons que pour le PSG, en tout cas, la vraie menace c'était effectivement Dolberg, qui était vraiment en forme dans le début de saison. Bon, sans faire de mauvais jeu de mots, on peut dire que c'est une menace fantôme maintenant, mais ce n'était absolument pas travaillé. Le mec, il a pris des notes, je le vois avec son calepin. C'est ça. Genre placé, menace, fantôme. On connaît le man, on connaît. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Nice a déjà causé pas mal de problèmes ces dernières années au Paris Saint-Germain. Alors l'année dernière, ils s'en étaient sortis grâce à un Di Maria et un Icardi de feu à l'Allianz Riviera, mais les dernières années, ça a toujours été assez compliqué le déplacement à Nice pour les Parisiens, et je pense que avec les absents, avec le calendrier compliqué, le manque de rythme des Parisiens, parce que il faut se remettre de la Ligue des Champions sans vraiment de préparation pour la Ligue 1, tout en ayant les cas de Covid, tout en ayant les suspendus, enfin c'est très compliqué en ce moment. Donc j'ai envie de dire que c'est la meilleure période pour n'importe quelle équipe de Ligue 1 pour prendre le PSG. Donc est-ce que la plus grande menace de Paris, ça serait pas Benitez? Parce que pour le coup, vu qu'on se doute qu'on va peut-être pas marquer 3 buts, si Benitez sort encore un match à 15 arrêts, est-ce qu'on n'a pas notre chance du coup? Puisque le PSG non plus n'a pas l'air d'être dans une phase où ils ont 150 000 occasions et une précision démentielle. Après, si Mbappé revient, autant il va être bien énervé, quoi. Ça fait 15 jours qu'il a pas joué, le jeune. Oui, mais Mbappé, il faut rappeler. Un peu hors de forme. Ouais, il est non seulement hors de forme parce que, comme tu dis, ça fait 10-15 jours qu'il a plus joué, et puis au-delà de ça, il est encore souffrant de sa cheville de la finale de la Coupe de la Ligue contre la Coupe de France contre Saint-Etienne. Donc c'est un peu, on n'aura pas un grand Mbappé s'il joue contre Nice, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que je dis qu'en soi, Paris est cramé. On l'a vu à la fin du match contre Metz ce mercredi. Paris est cramé physiquement. Il leur manque beaucoup de joueurs, ça manque de fraîcheur et ils ont beaucoup de mal devant le but. Avant le but de Draxler à la 93e minute contre Metz, ça faisait 6 mi-temps en match officiel qui n'avait plus inscrit le moindre but. Donc pour le coup, c'est vraiment pour les Niçois, il y avait vraiment quelque chose à faire contre Paris. Ouais. Ça c'est clair. Et pourtant, les sites de Paris Sportif ne pensent pas comme toi, mon cher Jo, puisque Paris est coté à 1,55, le match nul est à 4,50 en moyenne, et Nice est coté à 5,10, ce qui nous amène à donc faire les paris sportifs. Et ouais, puisque vous le savez, depuis le début de la saison, on vous propose de faire des paris sportifs avec nous. Voilà, on vous donne un peu nos conseils, nos tips. D'ailleurs, petite référence aux Sales Chips que je salue aussi. On fait le 1N2. Un pari buteur et un pari à cote plus de 3. Et donc là, Nice donc, qui reçoit est coté à 5,10, le match nul à 4,50 et Paris à 1,55. Jo, toi, tu mettrais, si je te suis un peu, ça serait Nice? Moi, je mettrais match nul. Match nul, un partout.
Oh, ça se mouille pas. Putain, ça se mouille pas, quoi. 4-50 donc pour le match nul. Ah, moi, je suis Joe, du coup, pareil. Je vois pareil un match nul. Ouais, pareil. Ah, tu vois, pour le coup, je suis pas très optimiste après ce qu'on a vu, donc voilà. Il nous manque Dolberg. Eux, ils ont pas mal d'absents. Après la bouillie qu'on a vue à Montpellier, je suis pas très optimiste, donc un match nul me conviendrait. Bah écoute, tu vois, moi je mettrais plutôt Nice. Justement, la bouillie qu'on a vue à Montpellier est juste catastrophique. On en avait parlé. Pour moi, les joueurs sont les principaux fautifs de ce scandale, de ce match-là. Mais quand tu vois Montpellier contre Lyon, ça a été aussi très solide. Tu sais que c'était pas un coup, quoi. C'était pas genre on est tombé sur l'équipe qu'il fallait massacrer. C'est Nice, ils ont rien fait et tout. Même si c'est vrai qu'ils ont pas fait grand-chose, mais tu sens que c'est le jeu de Montpellier qui est comme ça. Donc tu te dis bon, il y a peut-être un truc à faire. Paris, comme disait Jo, c'est le moment de les prendre. Quand tu regardes le match contre Marseille, c'était à part, c'était même pas un match, c'était un match de MMA plutôt. Mais tu regardes contre Metz, c'est poussif, il y a pas de fond de jeu, il y a rien. Nice peut s'en sortir réellement, je pense, avec un Gouiri très très fougueux, très vif. Ça peut vraiment s'en sortir, un bon Schneiderlin. Donc je vois bien Nice côté à 5-10. Sky, toi tu vois quoi? Tu vois Nice nul ou PSG? Paris pour moi, je continue à me placer pour Avanti Parigi. Donc le mec, il envoie sa petite en le 2 sec, voilà. Oh le mec, quoi. Putain, c'est incroyable, quoi. Volte-face, quel traître. Non, c'est pas volte-face, c'est que tu l'as cité la compo. Nous, on va en plus avoir notre principale arme offensive absente, donc je vois pas comment on va marquer des buts à part sur un exploit individuel de Gouiri comme face à Lens. On a montré vraiment quelque chose d'infâme, que ce soit la responsabilité des joueurs ou de Vieira, d'ailleurs ça ne change rien face à Montpellier. Et voilà, encore une fois, on a cité les absents, mais on a cité les présents. Je suis désolé, mais Nice est inférieur à cette équipe sur le papier. Donc certes, ils sont dans le mal, mais sur un exploit individuel, et notamment si Mbappé, même hors de forme, joue une demi-heure, ça va faire sauter le verrou très très facilement. Enfin, précisons quand même que pour le PSG, ils n'ont plus d'arrière gauche. Alors c'est Michel Bakker, donc ils n'ont plus d'arrière gauche. On a joué 3 ans sans, tu sais, non, donc ça nous fait pas mal. C'est ça. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas. Bon, voilà, mais bon, défensivement, on l'a vu contre Metz, c'est pas fameux et c'est Metz en face. Donc pour le coup, Paris, ils sont quand même capables défensivement, c'est franchement pas l'assurance tout risque depuis le début de la saison. Donc ils ont concédé beaucoup contre Lens, pas beaucoup contre Marseille, mais suffisamment pour faire encaisser 2 buts, les 2 étaient valables en tout cas, et un qui a compté. Et contre Metz, alors c'est que Metz, ils ont concédé aussi beaucoup d'occasions, donc je vois bien Nice marquer malgré tout et poser des difficultés au PSG. Très bien. Et côté buteur, Jo, tu vois qui comme buteur? Je vois, donc j'ai dit un partout, donc je vais dire un but d'Icardi, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Et j'en ai parlé tout à l'heure, je vois, parce que j'aime beaucoup ce qu'il montre depuis le début de la saison. Je dirais un but de Gouiri. Ouais, bah là on va tous se rejoindre. Je pense moi pareil. Je vois pareil. Je vois un but de Gouiri également, donc voilà. Le mec, et non, un but de Cyprien, le mec qui n'a rien compris, tu sais. C'est ça. Côté à 250. C'est ça, tu sais. Incroyable, c'est le truc. La cote passe, tu vois, incroyable. Et c'est Sky qui la remporte en mettant 20 centimes. 20 centimes, moi, d'appeler l'écureuil, et voilà. C'est ça. Tu sais, il y en a un qui a bien dû miser sur le but de Choupo-Moting contre l'Atalanta. Oui, rien n'est impossible. Cette personne est au Bahamas, à présent. C'est ça. C'est ça. Et pour la cote à plus de 3, les amis, vous avez Jo, par exemple. Moi, je joue pas, en fait, du coup, c'est ça. Mais non, t'as dit Gouiri aussi. Ah, mais non, j'ai pas mis Gouiri. T'as pas mis Gouiri? Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Allez, l'écureuil. PLM. Mbappé, t'as mis? Non, Mbappé, moi, j'ai mis. Mbappé, ouais. Il est bouillant, le gars. Donc là, on va vraiment créer Avanti Parigi. Je l'annonce. On va faire une parodie du truc. C'est pas dans mon contrat que je dois mettre du fric sur Nice. Enfin, ou alors, donne-moi des free bets, quoi. Mais j'ai envie de perdre mes 20 centimes de budget hebdo de Paris, quoi. C'est la crise, monsieur. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais si chez Canal Supporter vous recrutez un peu, parce que là j'ai un ami très très chaud, il s'appelle Sky. On sait jamais si tu veux. Bon, on va continuer. Je à Paris, donc il fera l'affaire. Ça va. Donc buteur Mbappé, très bien.
À mon avis, la cote, elle doit pas être très très haute, mais te connaissant, c'est tout à fait normal, tu ne prends aucun risque, monsieur l'écureuil. Aucun risque. Donc, je disais, la cote à plus de 3. Ben tiens, tu vois, on va continuer avec toi, mon ami. Sky, la cote à plus de 3, tu vois quoi? 3 buts ou plus dans le match. 3 buts Ah ouais. ou plus. Ah oui, d'accord. Pour Paris? Vu que je nous vois pas marquer, en plus, ça sent la boucherie, quoi. J'hésite légèrement entre 2-1 et 3-0, donc bon, pour le score exact, mais voilà. Donc je vais dire 3 buts dans le match. 3 buts dans le match, d'accord. Pas de parfait. On prend 3 buts par des mangeurs de hérissons, par le PSG, enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, quoi? Enfin, Non, mais soyons optimistes. Au moins un quart d'heure. C'est Au moins un quart d'heure. tout part en Non, vrille. moi, premier quart d'heure, Misiane rate un penalty. C'est combien la cote? Elle y est pas encore. ouais, non, ouais, là, il est pas encore. Moi, sur le Funbet, je vois un score exact, un partout. Allez, un partout. Je crois que c'est coté à 7,75 pour l'instant. Voilà, un C'est partout. ça, exactement. Un partout. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et toi, Jo? C'était mon pari aussi. C'était le 1 Ah oui, partout. un partout, je c'est vois vrai. aussi un partout. C'est vrai. Ah bien, écoutez. Ouais, on voit pareil avec Jean final. Un match, un partout. Hein. Voilà, je veux pas dire. Donc là, les gars qui nous écoutent, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans le podcast audio de Inception. Parce que là, c'est totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des mecs pro-niçois qui mettent sur Paris. Et moi, alors que je suis le pire dans tout ça, je pense être le pire des traîtres parce que je suis Marseillais qui fait un podcast sur Nice. Je vais mettre Nice et les deux équipes marquent à 8,50. Et avec un but d'un Lyonnais en plus, quoi. Donc, Et c'est franchement, Et avec un but d'un Lyonnais. Voilà. Alors, autant vous dire que si un jour on se retrouve en enfer, les gars, moi j'ai ma loge VIP. Hein, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Moi, je parie contre Nice avec un buteur monégasque, je veux dire. Et le mec s'en va. Et le mec quitte Avantinissa pour faire Aventure Paris. Ouais, j'ai commencé à m'absenter, moi, pendant les... On paye la bouteille de vodka, ça attend tout de suite en arrivant, quoi. Enfin, c'est... Oh, Moi, je vais incroyable. commencer à m'absenter dans les semaines qui arrivent, les gars, parce que vous, tous les deux là, vous êtes une mauvaise fréquentation. J'avoue, putain. Quel podcast. Ah ben, j'espère que vous avez pris autant de plaisir et de rigolade que nous, avec quand même pas mal de sujets bien traités, bien sérieux. Je remercie encore Jo. Merci pour tout. Merci pour d'être venu pour parler de Nice-Paris. Bah, je t'en prie. On rappelle, Nice-Paris, c'est bien ce dimanche à 13h en direct sur Canal+. C'est aussi en débrief du côté d'Avantinissa. Ça sera donc mardi. Merci aussi à Sky et Bada. Merci à vous. Merci à toi. Merci de nous tolérer encore. Je sais que c'est un gros effort. Ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète, hein, on va demander à celui-là qui fait les créas des podcasts, qui va créer un petit truc Avanti Parisi. Et puis ça va t'aller. Voilà. C'était cool en fait de t'avoir dans Avantinissa. Merci beaucoup. On va avoir des problèmes. Beaucoup de problèmes. Je décline toute responsabilité, les amis. Je suis pas mêlé à tout ça, moi, les gars. C'est ça. Quant à vous qui nous écoutez. Comment tes enfants vont pouvoir te regarder à nouveau? C'est ça. En tout cas, à vous qui nous écoutez, eh bien, bonne fin de semaine, bon week-end si vous nous écoutez pendant le week-end. Et surtout, très bon match à vous.